Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous qui êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. Et un merci bien sûr particulier à tous nos contributeurs sur Utréon Plus, sur lequel nous allons donc bien sûr vous en douter particulièrement basculer en fin d'émission avec notre invité aujourd'hui. Alors, je suis particulièrement heureux de recevoir cet invité. Vous la demandiez, la réclamiez depuis presque 2 ans, que ce soit aussi bien dans une ancienne vie antérieure, donc dans un média où je ne l'avais pas reçu, que sur ce média YouTube. En tout cas, voilà, j'avais insisté pour qu'elle vienne. Elle a enfin accepté. Il fallait pour ça peut-être qu'elle sorte un livre. Alors ce livre, il s'appelle Les Apprentis Sorciers. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et tenez-vous bien, c'est non seulement un best-seller, il est classé numéro 1 des ventes, toutes sections confondues, donc chez Albin Michel. Vous l'avez reconnu, cette autrice, devrais-je même peut-être dire, s'appelle Alexandra Henrion-Caude. Bonsoir madame, bonsoir Alexandra. Bonsoir Eric. On se connaît un tout petit peu, donc on va peut-être, si vous me le permettez, vous appeler par votre prénom. On va rester là au niveau des familiarités. On se claque la bise. Voilà, on se claque même la bise, comme vous dites, quand on se voit. Mais en tout cas, on ne se voit pas très souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en tout cas, je rappelle que vous êtes une de nos plus éminentes généticiennes scientifiques françaises. Donc, vraiment, mille merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, c'est d'autant plus remarquable que vous soyez numéro 1, je le disais, des ventes, toutes catégories, je le redis à nouveau, confondues, puisque vous êtes quasiment boycotté par la majeure partie des médias français. Première question, comment vous expliquez cela ? D'abord, si je puis me permettre une petite digression, parce qu'effectivement, merci Eric, merci de votre patience. C'est vrai que vous m'aviez invité avec beaucoup d'insistance et si je me souviens bien, je vous avais demandé de ne pas insister ainsi parce que je ne voulais pas que... En fait, je disais toujours, ce qui est important, c'est ce que je dis, c'est pas ma personne. Et comme l'émission, l'histoire de l'émission, c'était quand même de découvrir la personne, c'était malheureux. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté. En général, c'est un de mes traits de caractère. Oui. Quand je veux quelque chose, j'essaye de me donner les moyens de l'avoir. Voilà. Je n'y arrive pas toujours. Et ça tombait mal. Ça met parfois du temps. C'est tombé sur moi, qui suis particulièrement tête dure aussi, et qui effectivement insistait sur le fait que la lumière devait être faite non pas sur ma personne, mais véritablement sur ce que j'avais à partager avec les gens. Et à partir du moment où je l'ai écrit, c'est vrai que je me sens libérée d'un poids. Désormais, c'est écrit. Et du coup, ça me permet aussi d'aborder avec plus d'humilité les questions qui peuvent Et alors avoir ce lieu boycott, sur moi. parce que vous, c'était votre fait. Vous ne veniez pas, enfin en tout cas, ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est tout de même incroyable. Je le rappelle une nouvelle fois, vous êtes classé numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues. Vous devriez, en temps normal, être invité sur tous les plateaux des chaînes télé. Oui, et ça n'est pas le cas. Alors oui, ça n'est pas le cas. Alors moi, je suis extrêmement heureuse d'être première des ventes. Pour la première raison, c'est parce que tous mes droits d'auteur vont à une catégorie de la population. Oui, moi je préfère les appeler les essentiels. C'est une catégorie de personnes qui, en France, a eu le courage de défendre haut et fort le secret médical. Ça semble visiblement quelque chose de totalement d'arrière-garde, sauf que pour moi, au contraire, c'est une question d'avenir. Ayant travaillé pendant toutes ces années à l'hôpital, je sais à quel point le secret médical, ça veut dire quelque chose. C'est fondamental pour éviter toute ségrégation. Et donc ces personnes, au nom du secret médical, ont refusé de dire quel était leur statut vaccinal ou non du corps administratif. Bilan de l'opération, on leur a sucré leur travail, ils n'ont plus eu le droit de travailler, ils n'ont pas eu le droit de toucher au moindre chômage, ils n'ont pas eu le droit de retrouver un autre travail, et ces gens sont donc totalement exclus de notre société pour défendre des valeurs qui sont vitales à tout un chacun.
Donc, donc avoir ce livre, premier des ventes, avec cette possibilité du coup de parler d'eux, c'est pour moi quelque chose de magnifique. La deuxième raison pour laquelle je suis extrêmement heureuse, c'est parce que c'est ma passion, mine de rien, cet ARN, cet ADN, cette génétique. Et donc, voir un bouquin scientifique où vous avez vu des chapitres entiers où on vous parle d'ADN, d'ARN, la différence, et de voir cela propulser numéro 1 des ventes, c'est vrai que je trouve que c'est très beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le traduis, ça veut dire une magnifique curiosité intellectuelle de la part des gens qui ont envie de comprendre, qui ont envie de connaître. Et ça, pour moi, c'est à nouveau une bénédiction d'imaginer qu'il n'y a pas que moi qui suis passionnée et pas que mes amis chercheurs qui sommes passionnés par cette génétique. Cette génétique, ça représente beaucoup. C'est un patrimoine qui nous lie à notre passé, à notre présent et à notre avenir. Donc les gens ne s'y trompent pas et à découvrir, à vouloir comprendre mieux, j'ai envie de dire, c'est mérité. C'est découvrir la molécule la plus intime qu'il Mais alors comment possède. expliquez-vous que vous soyez, ce que je disais, boycotté, censuré de la plupart des médias français? Alors, parce que vous avez peut-être remarqué que le titre n'était pas, pour le coup, que positif. Effectivement, c'est vrai que le sous-titre aussi est assez... donc, Les apprentis sorciers, c'est le titre. Tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Oui. C'est vrai. Bon. Voilà, donc on imagine bien que je ne suis pas dans un sens propagandiste, absolument, voilà, en admiration totale sur tout progrès, sur toute découverte technologique appliquée à l'être humain sans prendre la moindre précaution. Non, effectivement, je ne suis pas béate, et donc j'apporte aussi un petit peu de lumière sur tous ces scandales qui ont entaché notamment la Big Pharma. Alors, chère Alexandra, avant d'aborder donc, je le disais, ce dernier livre, événement dont tout le monde parle, j'aimerais revenir, c'est la tradition de l'émission, tout d'abord sur votre parcours, pour comprendre un peu mieux d'où vous parlez, comme on dit, et donc apprendre à vous connaître. Alors d'abord, quand on suit un peu votre biographie, on se rend compte que vous êtes né en Grande-Bretagne et que vous avez la double nationalité. Alors d'abord, première question, elle est toute simple, quand êtes-vous arrivé en France ? Tout bébé. Donc comme ça, c'est pour essayer de taire les méchantes langues qui diront, vous voyez, en plus elle est anglaise. Oui, nul n'est parfait. et donc j'ai cette double nationalité. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste de vos origines britanniques? C'est surtout en fait américaine parce que ma grand-mère était américaine et donc qu'est-ce qui me reste? Quelque chose d'éminemment positif. Elle avait cette phrase qui n'est pas du tout de consonance française. À chaque fois qu'elle entendait parler de quelque chose qui arrive à quelqu'un, quelque chose de bien, elle disait « good for him, good for her », ce qui veut dire en anglais, en français, « ah bah c'est super pour lui ou pour elle ». Et je trouve que ça dénote énormément de la jalousie, de certaines jalousies françaises qui ne se réjouissent jamais de ce qui peut arriver aux autres. Par exemple, j'ai un certain nombre de gens qui ne sont pas réjouis du fait que ce livre soit premier, ni certains de mes collègues, mais j'ai envie de dire, mais réjouissez-vous pour moi, ne serait-ce que parce que au moins je partage notre passion pour l'ADN et l'ARN. Donc ils ne sont jamais capables de voir quelque chose de positif. Et ça me semble un joli héritage que j'ai récupéré de cette ambiance un petit peu américaine, de rester en se disant de toute façon on fait partie du même navire, donc essayons de prendre les aspects positifs.
Le peuple britannique, en l'occurrence, quand même, il n'est pas un peu plus rebelle que le peuple français? Oui, alors, ça oui. J'ai aussi eu la chance de grandir en Angleterre pour faire mes armes de génétique, donc apprendre mes tout premiers pas dans un laboratoire, je les ai faits avec un grand professeur qui s'appelle le professeur Sir Alec Jeffreys. Et Alec Jeffreys, c'est celui qui a inventé la technique d'empreinte génétique. Le bonheur que c'est que de faire de la recherche en Angleterre, il est très important parce qu'effectivement, il va bien avec la mentalité anglaise, un certain flegme, une certaine distance vis-à-vis des événements avec lesquels j'étais particulièrement à l'aise. Et donc j'ai eu cette grande joie de grandir auprès de ce ponte extraordinaire qui faisait une recherche ultra pointue, ultra, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, ultra fondamentale, donc en fait qui travaillait sur la variabilité de séquences génétiques. Bon, je vous passe des détails, mais c'est vraiment très 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 pointu. Sauf que cet homme était d'une grande simplicité et que quand il a ouvert le journal un jour et tombé sur un fait divers, il s'est dit mais en fait ces travaux que nous menons dans notre laboratoire, ils peuvent être appliqués dans un intérêt pour la société et c'est ainsi qu'il a eu l'idée d'utiliser cette connaissance qu'il avait sur ces séquences très très variable de notre génome pour faire ce qui devait révolutionner le monde, puisque c'est les tests de paternité, c'est les tests en archéologie pour savoir qui descend de quelle branche, etc. C'est, au-delà de l'histoire, la criminologie, effectivement, c'est très utilisé pour confondre les violeurs, les assassins, etc. Donc, vous voyez comment des recherches ultra fondamentales, ultra pointues, peuvent être tout simplement applicables, traduites en application pour la société. Ça, c'est pour mes amis anglais. Revenons, si vous le voulez bien, justement à votre vie, à votre enfance en particulier. Qu'est-ce qu'il vous reste de votre enfance, de votre éducation? Vos parents, par exemple? Tout. Ce que je suis, je pense. Vous venez de quel milieu, quelle origine sociale? J'ai répondu très tôt à des gilets jaunes quand je faisais mes premières manifestations, parce que je disais, moi, j'ai pas beaucoup de mérite. J'estime être née avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est-à-dire effectivement être née du bon côté, où véritablement, il n'y a pas de difficulté matérielle, il n'y a pas de difficulté d'amour non plus. Et ça, je trouve que voilà, j'ai cette chance sur laquelle je n'ai aucun mérite, mais qui, j'ai envie de dire, m'a peut-être, en fait, du fait de son extrême facilité, m'a aiguisée sur le malheur des gens. Il y a notamment ce conte d'Andersen de la petite fille aux allumettes, vous savez, qui craque ses allumettes au moment de Noël, qui était un conte qui ne manquait pas de me toucher systématiquement, c'est-à-dire, en fait, ayant conscience que moi j'étais du bon côté de ce conte où finalement on avait à manger, on avait des cadeaux et en fait de l'autre côté de la vitre, ça se passait pas du tout comme cela. Et donc, cette volonté de combattre l'injustice m'a pétri, et me pétrit encore aujourd'hui. M'a pétri parce que, du coup, j'ai choisi cette vocation d'être chercheur. Je me suis spécialisée surtout en génétique. Le choix, c'était la génétique. La génétique et le choix aussi d'orienter mes travaux sur les enfants. Parce qu'effectivement, ce sentiment d'injustice dès lors qu'on touche
aux enfants. Il m'anime au quotidien, il m'animait petite et il n'a eu de cesse de m'animer toute ma vie. J'y puise... voilà, Et pourquoi la recherche en particulier vous a attiré? Tout simplement parce que au départ, j'ai une expérience hospitalière, moi-même enfant, et j'ai trouvé que ce que faisait ce corps hospitalier ces staffs étaient tout à fait fabuleux, de nous remettre sur pied, tout petit enfant que nous étions. C'était à l'hôpital Trousseau, où après, par la suite, j'ai eu la chance de travailler. Donc, vous voyez, chez moi, c'est une notion de fidélité, en fait, en permanence. C'est tout le temps des clins d'œil, des retours à ce que j'ai aimé, là où j'ai eu des fortes expériences. Donc, quand j'ai eu cette expérience hospitalière, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose de très très beau dans cette vocation que ces gens ont de soins auprès des enfants. Et puis après, c'est la lecture de biographies sur différents chercheurs, et notamment sur la légende de Louis Pasteur, qui m'a donné l'envie d'être chercheur, en disant, mais finalement, dès lors qu'on trouve une solution, pérenne, et donc je trouvais que c'était tout à fait captivant que ce métier de chercheur. Vous trouvez que la recherche est assez valorisée en France? Non, mais ça j'ai toujours pensé, et je pense que je sais qu'on n'a jamais le droit de dire la moindre chose négative sur le général de Gaulle. Cependant, je crois qu'il a eu une phrase qui a fait, dans son art du bon mot, il disait un jour qu'il inaugurait un centre, de ce que j'ai compris, et il disait, je vois beaucoup de chercheurs qui cherchent, mais y a-t-il des chercheurs qui trouvent? Et je crois qu'il a fait beaucoup de mal. Pourquoi je le dis? Parce que justement, quand j'ai grandi entre guillemets en Angleterre, donc quand j'ai fait mes travaux en Angleterre et aux États-Unis, la position du chercheur, la position sociale du chercheur est extrêmement valorisée. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans un taxi ou dans n'importe quelle rencontre et vous dites quel est votre métier, alors vous avez immédiatement une espèce d'admiration qui se... Alors peut-être est-elle excessive, peut-être n'est-elle pas justifiée, mais n'empêche que, étant donné que ce métier, on ne le fait pas pour l'argent, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas être payé. On ne le fait pas pour la gloriole, parce qu'on sait très bien que la gloire du chercheur, elle est dans l'ombre, et elle ne passe jamais le cap de la lumière, ou alors posthume, ce qui est parfait, c'est bon pour l'orgueil. Eh bien, il y a quand même, quand on est chercheur, en général, on le fait quand même par une certaine forme d'abnégation. Donc c'est malheureux qu'en France, on ait aussi peu de considération pour le métier de chercheur. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, qu'il conviendrait de changer dans les mentalités, parce que c'est pas bon, ça cristallise le chercheur français par rapport à d'autres chercheurs, moi qui ai eu la chance de voyager du coup un petit peu, de faire mes armes dans différents pays, je trouve que le chercheur français, il a vraiment tendance à se réfugier du coup dans sa tour d'ivoire. Et donc justement, comme il n'est pas valorisé par la société, c'est lui le sachant, et il se met dans cette position de celui qui sait, et les autres qui sont la plèbe. Voilà. Alors, Alexandra Orion-Caude, vous l'avez dit, vous êtes donc généticienne, vous avez été directrice de recherche à l'INSERM, mais vous êtes considérée, je le redis, donc comme une éminente chercheuse française en matière notamment d'ARN. Mais avant qu'on parle de cela plus en détail, j'aimerais que vous m'expliquiez quand même comment ça fonctionne un petit peu, ce monde assez opaque quand même de la recherche pour les gens comme nous qui ne le connaissons pas. Est-ce vrai que c'est un peu, moi j'ai entendu beaucoup de rumeurs, que c'était très copinage et compagnie. Est-ce que vous avez vu des pratiques plus ou moins discutables au cours de votre carrière, si vous voyez ce que je veux dire?
Oh non. Non. Oh non. Non. Mais alors là, vraiment, non, oui, bien sûr. Parce qu'on parle souvent, pourquoi je dis ça? Parce que pour les gens qui nous regardent, on parle souvent d'un lien entre la recherche et le monde économique, notamment pharmaceutique. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, on va y revenir. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que vous avez vu? Voilà, ça nous intéresse ça. Cette question est fondamentale parce qu'elle touche au système idéal de financement de la recherche et de la science. C'est une question qui a toujours été au cœur de nos sociétés, aussi loin que vous remontiez, vous pouvez remonter à la Renaissance et avant. Quel est le système idéal qui rendrait le chercheur à la fois, et finalement il se pose un peu la même question avec les artistes, qui les rendrait suffisamment autonomes pour qu'ils soient libres, mais à la fois, l'argent a toujours une odeur, même une odeur, même quand il est étatique. Et donc, de fait, il n'y a pas de système idéal, à mon avis. Le système de la recherche académique que j'ai choisi, qui donc essaye de s'affranchir au maximum de toutes les pressions, se fait rattraper comme tous les systèmes. Il se fait rattraper par deux niveaux. Il se fait rattraper par la politique, parce que dès lors qu'il devient institutionnel, dès lors qu'il devient institutionnalisé, par exemple le CNRS, l'INSERM, qui sont des gros organismes de recherche, eh bien évidemment, ils sont liés forcément... Public, évidemment. Public, ils sont forcément liés au gouvernement actuel. Et il y a eu des grands plans, notamment, on se souvient probablement parmi les grands plans auxquels moi j'ai été confrontée, c'est ce grand plan cancer de Jacques Chirac, et qui finalement part d'un bon sentiment, mais force toute la recherche, tous les chercheurs, à orienter, même si vous travaillez, je sais pas moi, sur la petite mouche à vinaigre ou sur un poisson ou je ne sais quoi, à orienter vos travaux sur le cancer, ou en tout cas donner une espèce de consonance en disant mes travaux visent à régler le problème du cancer. Voilà. Et donc en fait, c'est un habillage marketing auquel on se soumet et qui n'est pas forcément extrêmement sain, parce que peut-être que c'était pas du tout pour régler le cancer que ces travaux étaient faits, mais véritablement pour comprendre la multiplication des cellules, pourquoi elles se multiplient, et pas forcément toujours avec une vision d'application à un plan cancer. Donc vous voyez comment même un plan étatique peut influencer les chercheurs académiques. Et puis évidemment, de façon tout à fait connexe, comme l'argent qui nous est donné pour financer nos recherches n'est pas suffisant, nous allons quémander ailleurs, à votre beau cœur, monsieur, dame, et le à votre beau cœur, monsieur, dame donne encore une fois une odeur très caractéristique. Alors ça peut être lié à effectivement des laboratoires pharmaceutiques. Lien d'intérêt. Voilà. Ou ça peut être lié à des patients. Moi, j'ai toujours essayé de travailler avec des associations de patients ou de parents de patients, puisque je travaillais sur les enfants. Mais voilà, c'est très difficile d'être affranchi de toute influence et le système n'est pas optimal, n'est pas idéal. Il est comme il est et il faut... Si on veut tout mettre par terre, on met tout par terre, mais sauf que moi, je ne connais pas de meilleur système. Il y a le système de mécénat que je trouve intéressant et qui mérite aussi d'être poursuivi, parce que je pense qu'il n'est pas bon
de mettre tous les œufs dans un même panier. Il est bon de diversifier les sources d'argent. Et donc, en ce sens-là, le mécénat peut avoir aussi une dimension très intéressante. Alors Alexandra Orion-Côte, vous avez aussi, justement, en marge de votre activité de chercheur, de généticienne, fondé un laboratoire, vous également, nommé Simplissima, vous me dites si je me trompe, qui se donne notamment pour mission, je cite, de revaloriser les remèdes traditionnels. Pourquoi? Ils sont si peu valorisés selon vous, ces remèdes traditionnels? Alors, ils sont peu valorisés et à votre avis, vous savez... Est-ce que Big Pharma aurait un rôle là-dedans? Bon, en tout cas, on va pas... C'est dévalorisation des médicaments anciens qui marchent. Bon, on va pas donner trop de noms à ce stade, puisqu'on est sur YouTube. Non, il est évident que les remèdes traditionnels n'ont pas le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord parce qu'ils ont aussi eu des porte-paroles qui étaient peut-être... à la limite du charlatanisme, à la limite flirtant avec le charlatanisme. Ça tombe bien, puisque votre livre s'appelle Les apprentis sorciers. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que c'est compliqué, mais aussi, effectivement, qui dit remède traditionnel dit souvent remède non coûteux. Remèdes accessibles et disponibles par tout un chacun. Et alors justement, comment est-ce que vous expliquez, pardon de vous interrompre, puisque vous mettez l'accent justement sur ce point essentiel, comment vous expliquez que les pouvoirs publics qui ont pourtant intérêt, normalement, ou je me trompe, à réduire les coûts, ne s'attachent pas plus à réduire justement ces coûts en favorisant justement l'utilisation de ces remèdes anciens et connus pour la plupart comme efficaces? Alors connus comme efficaces, c'est là où je suis très contente. Voilà, je suis très contente de travailler sur ces remèdes, justement parce que il m'a semblé que dans ces remèdes, il y a aussi moyen de tuer des gens. Et j'ai vraiment eu des cas où on voit bien, donc c'est des cas rapportés dans la littérature scientifique, de gens qui pensaient faire bien en prenant des remèdes traditionnels et les plantes sont dangereuses et donc ils les ont consommées au point de mettre leur vie en péril et d'en mourir. Donc ça, c'est quand même très important aussi de dire, mais finalement... Quand vous dites les plantes, vous parlez quoi? De l'homéopathie, en fait, par exemple? Non, mais là, c'était pas de l'homéopathie, c'était véritablement en fait, de se soigner avec des plantes, parce qu'effectivement, dans les pays qui sont pas aussi occidentaux que les nôtres, l'accès aux remèdes traditionnels est quand même très fréquent. L'OMS, je crois, l'avait chiffré, alors je vais dire des bêtises, on va dire entre 60 et 80% des recours aux soins se faisaient par ces remèdes ancestraux ou culturels dans les différents pays. Donc l'OMS a conscience que c'est un recours assez fréquent, encore une fois, avec le trouble que j'ai, est-ce que c'était 60 ou 80%, en plus c'était des chiffres qui datent depuis d'un moment, donc je ne sais pas si ils ont été réactualisés, ça vaut bien d'être réactualisé assez fréquemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Terre, beaucoup de gens, en tout cas une majorité, va avoir recours à ces façons ancestrales de soigner. Et ces façons ancestrales ont-elles bénéficié d'une évaluation moderne comme celle qu'on peut faire avec nos connaissances actuelles? Pas toujours. Et c'est ce que se propose de faire Simplissima, c'est-à-dire véritablement de construire le pont qu'il y a entre ces façons ancestrales de soigner et nos connaissances les plus modernes, oserais-je dire, les plus actuelles, qui permettent de faire ce petit pont. Et justement, alors au sein de ce laboratoire, là, je vous pose la question brute, vous êtes totalement indépendante? Totalement indépendante, justement par le mécénat. Voilà, en fait, c'est là aussi que je teste moi-même les limites du système. Hein. Je ne sais pas si ce sera le système
système idéal, mais pour le moment, en tout cas... Il faut beaucoup d'argent, en plus, pour la recherche. Oui, oui, il faut beaucoup d'argent, surtout que, voilà, j'aime bien dire que je dépense beaucoup et je rapporte peu. Non, mais c'est vrai, les chercheurs, en fait, c'est ça qu'on fait, en fait, très, très largement, quand même, on dépense beaucoup alors, on rapporte peu. Ça dépend, effectivement, si on est chapeauté par de la Big Pharma, alors là, effectivement, là, ça devient... mais ça devient un autre exercice de style, en fait. C'est pas vraiment le soin, c'est plutôt tout le marketing qui va avoir autour. Et ça aussi, je crois que c'est bien décrit dans le livre dont on va parler. Ouais. Et c'est vrai que les recherches elles-mêmes peuvent être orientées dès le départ vers une direction qui plaît à ceux qui vous donnent les Voilà, donc du coup, l'idée du laboratoire Simplissima, bon, d'abord c'est une évolution lente qui m'a amenée à cela. Plusieurs éléments un petit peu déclencheurs ont un petit peu catalysé cette envie de faire les choses différemment, notamment le prix exorbitant que prenaient les solutions ARN que nous développions. Et ça, c'est vrai que ça aussi, j'en parle dans le livre. Et en fait, quand on est rendu à plusieurs dizaines de milliers de dollars la dose d'un médicament, vous vous dites, donc pour un patient, vous dites, voire plus que cela, vous dites il y a un problème. Moi, je n'ai pas fait ce métier pour ne guérir que justement la panacée de quelques cols blancs privilégiés, parce que c'est toujours les mêmes qui sont privilégiés, mais véritablement pour donner un accès à la santé à tous. Et donc, autre petit point, ça a été en 2015, on a réfléchi à des collègues parce qu'il y a eu ce grand problème de migrants et d'accès aux soins aux migrants. Quand vous êtes un migrant et que vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit que vous ne parlez pas français, bien sûr, et donc on vous dit alors il faut aller faire votre radio là, puis alors vous allez au laboratoire faire la biochimie, etc. Et là, vous êtes sur un parcours du combattant où en fait, ça veut dire que la personne, concrètement, elle ne peut pas se soigner. Et donc, le système de santé en France, il était malade depuis longtemps. Parce que, par exemple, dans ces migrants, on sait qu'un certain nombre avaient notamment, par exemple, été porteurs de tuberculose. Et donc, en fait, il n'y avait pas de système pour accompagner leurs soins de façon optimale. Donc, on a réfléchi avec un certain nombre de collègues, on a fait ce qu'on appelle un manifeste du juste soin au juste coût, dans une idée de réfléchir en disant on ne va pas y arriver comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc Simplissima est venu aussi en point de réponse à tout cela, en disant eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut des solutions simples, des solutions de santé simples, qui soient peu coûteuses, qui soit durable, parce que quand même cette notion de durabilité, elle me semble très importante quand on est en train de synthétiser des tas de molécules que pour ces vaccins ARN messagers, c'est quand même, je ne comprends pas que personne n'en parle, et éthique, parce que pour moi l'éthique doit résonner tout notre système de santé. Voilà. Et donc dès lors vous iriez jusqu'à parler de morale ? Moi, je préfère éthique parce que la moralité préjuge que je suis détentrice d'une vérité que je vais imposer aux autres. Donc, je préfère être plus ancrée sur l'éthique. Et il se trouve que par cette approche-là, cela m'a permis d'avoir un certain nombre de positions et de n'avoir besoin d'aucune morale pour cela. Alors, Alexandra Orion-Côte, je sens que nos spectateurs trépignent d'impatience. Nous allons bien sûr aborder dans quelques instants ce livre événement. Donc pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, donc je le rappelle, Les Apprentis Sorciers aux éditions Albin Michel, numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues, en dépit du fait que vous ne soyez pas ou presque pas invité sur les médias dits mainstream. Mais avant donc d'aborder ce livre, et donc ce livre passionnant, j'aimerais pour clore cette première partie de l'émission, continuer encore une fois à parler un petit peu de vous pour encore une fois que les gens, aussi bien
bien vos détracteurs d'ailleurs que ceux qui ne vous connaissent pas en sachent un peu plus sur vous. Outre votre vie professionnelle, vous avez également une vie d'engagement, notamment catholique au service de la défense des traditions. Pourquoi cet engagement? Parce que vous l'avez dit publiquement. Non mais je ne fais que rapporter des propos. Vous avez quand même pris des positions. Vous savez très bien où je veux vous emmener, mais pour justement que vous répondiez à ceux qui essayent de vous, justement, vous discréditer. Parce que vous avez... Bon, déjà, vous avez un fort caractère. Hein, vous me l'avez témoigné hein, quand je n'ai cessé de vouloir vous inviter. Sans rancune. Non, aucune rancune, sinon vous ne seriez pas là. Mais, et puis, vous voyez, maintenant, maintenant, tout va bien. Mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de ça, parce qu'il y a peu de chercheurs, notamment, vous le disiez, vous êtes peut-être astreinte un devoir de réserve. On a reçu ici Monsieur Toubiana, on a reçu beaucoup de gens qui nous disaient que leur fonction leur interdisait de s'exprimer librement et qu'ils ne pouvaient le faire que parce qu'ils étaient arrivés à, on va dire, un certain niveau dans leur carrière professionnelle et puis peut-être même aussi à un certain âge. Pourquoi avez-vous accepté de prendre sur des sujets sensibles des engagements qui, vous le savez, pouvaient tendre le flanc à des gens pour vous discréditer et pour discréditer notamment votre travail? Je ne sais pas tellement bien de quels engagements vous voulez. Par exemple, vous êtes engagé contre le mariage pour tous. Je me trompe ou pas? Alors oui, ça c'est complètement faux. Bon, ça c'est super. Non mais ça c'est merveilleux. Je suis extrêmement heureuse que vous. Pour moi, alors, voilà, ça fait partie effectivement des choses qui sont racontées sur moi, qui sont. Et je dis toujours aux gens, mais allez chercher sur Internet de vous-même. Non, alors c'est sur Wikipédia en fait, donc je peux vous dire. Autant pour moi, vous voyez. Je suis comme ces fact-checkers, hein, je renseigne mal. Et c'est en fait... Moi, je reconnais mes erreurs. Je crois que c'est Le Monde ou quelque chose comme ça qui a voulu me coller des étiquettes. Parce qu'effectivement, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, dans notre société n'aime pas, mais ça, Georges Brassens le savait depuis longtemps, hein, c'est que la personne soit libre et ne réponde pas à du collage d'étiquettes un peu partout. Donc, je crois que pour manque de chance pour eux, oserais-je dire, je n'ai pas d'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette politique, je n'ai pas d'étiquette justement de m'être accoquinée entre guillemets avec tout ce qu'il y a de bien, avec un système ou un groupe quel qu'il soit. Vous revendiquez, et il n'y a absolument d'ailleurs aucune critique malveillante de ma part dans ce que je dis là. Je sais. Vous revendiquez être catholique et être engagé. Voilà, absolument. Mais ce qui est intéressant. Sur cette question-là. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a des catholiques qui sont engagés dans des groupes, des machins, des trucs, etc. Et ça n'est pas mon cas non plus. Donc, je crois que, en fait, c'est toujours ma personnalité qui fait que j'ai du mal à trouver chaussure à mon pied d'un système idéal, et étant très très idéaliste pour le coup, je n'ai pas trouvé le groupement. Le groupement, on va dire communautaire, si vous voulez, qui me correspondent. Donc, je le dis avec d'autant plus de facilité que si tel était le cas, j'assumerais bien volontiers. Mais d'ailleurs, c'est peut-être... C'est ça qui est chouette, en fait. Peut-être qu'à l'envers, c'est peut-être compliqué aujourd'hui de pouvoir être mais justement catholique et de le revendiquer. Voilà, parce que absolument. Alors là, pour le coup, vous avez tout à fait raison de dire, ce qui est assez étonnant, c'est que on m'ait parlé de ma foi, en fait. Et là, vous vous dites, mais je comprends même pas pourquoi on en a parlé, parce qu'en fait, moi, j'en ai pas parlé. Donc en fait, c'est quoi le problème des gens avec le fait qu'on ait la foi? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a très vite intéressée dans les couvertures médiatiques qu'il y a eu sur moi. Je me suis dit, tiens, c'est quand même pas banal d'être attaquée sur ma foi. Or, il se trouve que... Et pourquoi vous n'avez pas attaqué en diffamation, par exemple? Je l'ai fait. Je l'ai fait, mais c'était pas de chance.
Je l'ai fait, le premier article en fait qui me diffame et qui sort beaucoup de choses fausses, dont celle que vous rapportez. Que j'ai malencontreusement. Non, mais c'est pas grave. Non, mais au contraire, je suis contente. Oui, faire cette mise au point. Voilà. Eh bien, j'ai attaqué le journal et les scientifiques qui allaient très très loin. C'est un passage un petit peu douloureux. Parce que les critiques à votre égard sont très virulentes quand même. Ils vont très loin, ont été très loin en tout cas. Oui, bah oui, parce qu'en fait, comment voulez-vous... Vous dérangez. Oui, je dérange. Vous savez, ce qui dérange, je crois, chez moi, c'est ma liberté. Ma liberté de parole, mon indépendance et mon autonomie vis-à-vis de tous ces systèmes. Et effectivement, le fait de ne pas avoir été rattrapé par un système. C'est très, très dérangeant. Donc effectivement, ça plaît pas aux gens. Bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je suis pas la seule, pas la première, pas la dernière. Mais c'est quand même étonnant. Donc, si je reviens sur l'attaque, donc effectivement, je porte plainte. Et hélas, dans le lot, il y avait Axel Kahn, mon directeur de thèse, et j'apprends... Qui est décédé aujourd'hui. Qui est décédé. Et j'apprends... Quand vous dites qu'il y avait Axel Kahn dans le lot, c'est-à-dire... en fait, j'ai attaqué le journal... Je vous dis, j'ai attaqué le journal... Quel journal, on peut le dire c'est peut-être LCI ou TF1, là, j'ai un petit doute. D'accord, bon. Parce que ça a été repris aussi par BFM TV. Là, vous avouerez que mais ça vous montre à quel point ça ne m'intéresse pas, tout cela. C'est fou, quoi. Je veux dire, mais bon, qu'importe. Donc, c'était un journal, je ne sais plus, celui qui m'a le premier sali. Et après, ça a été le paillasson sur lequel on s'est essuyé les pieds, parce qu'effectivement, dès lors que j'avais retiré ma plainte parce que je trouvais que c'était quelque chose de pas correct quand quelqu'un va mal, et j'ai beaucoup... Vous parliez d'Axel Kahn, c'est ça qui était... Beaucoup d'amitié pour Axel. Je trouvais que c'était affreux qu'il ait à gérer une plainte alors qu'il devait se concentrer sur sa santé. Donc c'est, encore une fois, de ma part, l'altruisme de dire je ne traiterai pas autrui comme je n'aimerais pas être traité. L'attaquer en justice, oui, parce qu'il avait été très loin dans la diffamation. Il a parlé d'intégrisme, de sectarisme, de tous ces termes qui... Voilà, tous ces mots qu'on entend. Oui, c'est ça. Et peut-être que ce livre va participer à déconstruire, justement, mais ça vous touche quand même, ou pas tant que ça, finalement? Ça me toucherait si c'était vrai, en fait. Mais en fait, il se trouve que... franchement, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est horrible, hein, mais je me dis, mais c'est tellement grotesque. En fait, je dis à n'importe qui me voit vivre, qui me voit vivre depuis des années, qui voit mon quotidien, qui me suit dans la rue, dans le métro, et qui voit comment je me comporte avec les gens, intégriste et sectaire, je crois... Voire extrémiste. voire extrémiste. Je crois que... voilà, je n'ai même pas besoin de répondre, en fait. C'est ça qui est... Alors, les gens disent « Ah, mais oui, mais si, il faut que tu répondes parce que t'es attaqué. » Mais comment voulez-vous répondre comment voulez-vous répondre à des accusations qui ne vous correspondent en rien? En fait, c'est comme si je vous disais, très jolie, blonde platine, là, Eric, très mignonne, hein. Là, non, moi, c'est plutôt extrémiste, complotiste. Non, mais allons sur blonde platine. Ouais. Et là, vous êtes un petit peu embêté parce qu'effectivement, vous ne savez pas trop comment me répondre parce que vous n'êtes pas très bon platin. Pas bon platine, voilà. Et donc, vous ne savez pas comment me répondre parce que ça ne correspond pas. C'est tellement, voilà, donc, à côté de la plaque. C'est à côté de la plaque. Donc, voilà. Donc, écoutez, bien faire et laisser dire. C'est une phrase que je m'applique beaucoup, et par chance, je suis scientifique. Et donc j'adore mon métier, j'adore lire des articles. Et donc en fait, au lieu de me soucier de savoir si on me dit que j'ai les cheveux qui font comme ça, que j'ai même eu le droit à agent de la CIA, hein, quand même. non mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on...
Quand en tout cas, il y en a peut-être un on y qui va. va, grâce à cette émission, vous découvrir, parce que vous ne connaissez pas, c'est Thomas Pesquet. Vous avez vu? Il a émis un tweet cette semaine en disant que vous l'aviez bloqué. Ah oui, il ne me connaît pas, mais alors Mais il a remarqué que vous l'aviez bloqué. Alors du coup, il a 1 million, donc Followers. le grand astronaute Thomas Pesquet, Il est scrutin par plus d'1 million de followers. Mais alors, vous l'aviez bloqué ou vous ne l'aviez pas bloqué? Alors, la réponse est, il était bloqué, effectivement. Donc, je suis allée voir le site et, en me disant, bah, tiens, c'est bizarre. Enfin, voilà. Et donc, je ne sais pas du tout comment il était bloqué. Ce que je sais, c'est que avec mon compte, il s'est passé des tas de choses sur lesquelles je n'ai pas toujours eu la main, on va dire ça. C'est pas de la paranoïa, mais enfin c'est comme sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux. Il est illusoire. Je pense que vous avez un petit peu autre chose à faire que de de bloquer penser Thomas que Pesquet surtout. j'ai la main, voilà. Et c'est assez contradictoire d'ailleurs pour quelqu'un qui est aussi scientifique, puisque quand même oui, quand on est astronaute, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne vous connaît pas, mais il remarque que vous l'avez bloqué. Donc voilà. Mais du coup, je me suis dit, l'illustre, j'étais tout à fait flattée qu'il s'intéresse du coup à moi, et donc en fait, je lui demandais si je pouvais quelque chose pour lui, avec vous lui avez avec répondu beaucoup de candeur et d'élégance, en disant, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et évidemment, je l'ai débloqué, et voilà. Donc, je pense qu'il doit être hyper content Alors, ce qui m'étonne, c'est que depuis, il me suit pas. Donc en fait, je comprends pas très bien en fait pourquoi il veut être débloqué si c'est pas pour me suivre. Mais bon, vous savez, les réseaux sociaux, c'est une vitrine très très virtuelle de notre vie bien incarnée. Et pour revenir au conte d'Anderson et de la petite fille aux allumettes, je préfère être de l'autre côté de la vitrine, dans la rue, plutôt que du côté où tout se passe bien et tout est ouaté. Alors, chère Alexandra Henrion-Côte, donc voilà pour la petite parenthèse, l'anecdote. En tout cas, c'était pour clore donc cette première partie donc consacrée donc à cette introduction, on peut dire. Donc, avant d'en arriver à ce livre événement. D'ailleurs, vous disiez comment leur répondre. Mais peut-être que la meilleure réponse, elle est là. Elle est dans ce livre. Ah oui, moi je leur demande de le lire. Vous pouvez peut-être l'offrir à Thomas Pesquet, comme ça il vous Oui, absolument. Je ne l'ai pas. Alors, il m'a été demandé par mon éditeur Albin Michel de l'envoyer, de le dédicacer à énormément de gens. Donc je fais partie, donc je suis particulièrement honorée. Merci encore. C'est gentil. Et j'ai essayé effectivement de faire des dédicaces à chaque fois personnalisées, parce que pour moi, chaque être est une individualité forte et différente de tous les autres, et donc je ne sais pas faire du à la chaîne. Et d'ailleurs, la genèse de ce livre, d'abord, ça a dû être, votre éditeur doit être particulièrement heureux, je suppose, puisque être un best-seller numéro 1, encore une fois, je le redis, toute catégorie confondue, ce qui est juste exceptionnel, quand même, sans aucun renfort de communication, comme la plupart des auteurs. Un seul plateau télévisé. Un plateau télévisé, mais finalement, c'est peut-être ça le secret, c'est que finalement, l'enseignement, c'est qu'on voit les limites du système. C'est la faillite du système. C'est très intéressant. Pour moi, c'est dramatique. Ça montre à quel point les institutions, qu'elles soient dans le domaine de la santé ou qu'elles soient dans le domaine des médias, a failli à sa vocation primaire, qui était de servir c'est là qu'on voit que les médias alternatifs comme le nôtre, très modestement, et d'autres, ont peut-être un rôle, justement, à jouer. Et un rôle même essentiel. Oui. Alors, il se trouve que je n'ai pas couru les plateaux alternatifs non plus. J'en suis particulièrement, j'en suis très reconnaissant. Mais voilà, donc je vais le faire à partir de maintenant. C'est d'ailleurs la première grande émission que vous consacrez, donc merci. Je vais le faire à partir de maintenant, mais je ne l'ai pas fait parce que justement, je voulais donner la primeur et la chance au système. Puisque le système avait failli à ses obligations de donner une pluralité et donc une neutralité à l'information, en exposant toutes les opinions,
il convenait pour moi d'accompagner le système jusqu'au bout en lui donnant une chance. Et donc pour moi, la façon de lui donner une chance, ça a été de dire, allons-y, puisque vous voulez m'inviter, ou vous voulez pas m'inviter, invitez-moi. Et en fait, dans les faits, un seul plateau télévisé. C'est News, je crois. C'est News. C'est News. Juste parenthèse, vous avez du mal à trouver un éditeur ou pas? J'ai pas cherché. Vous aviez déjà des liens. J'ai été contactée par des éditeurs, mais c'est le hasard des rencontres qui a fait que je me suis retrouvée en lien avec la Maison Albin Michel. C'est vrai que pour moi, la Maison Albin Michel est un gage de grand sérieux, et en fait, il y a eu très vite immédiatement en vrai, une rencontre en disant, mais comme il n'y avait même pas de projet de livre, j'ai dit, Vous a donné carte blanche? Oui, en fait, on m'a dit, mais de quoi vous parleriez? Je lui ai dit, la seule chose dont je sais parler, de l'ARN, en tout cas, dont j'aime parler, l'ARN de notre patrimoine génétique. Il y a une relecture évidemment, je pense pour des aspects juridiques, mais... oui, il y a eu des demandes de la part de l'éditeur, notamment de clarifier certains points sur le fait que est-ce que j'étais complotiste ou pas, est-ce que j'étais d'extrême droite ou pas, est-ce que j'étais catholique ou pas, et donc ça a été l'occasion de faire un point sur ce qui moi me semblait totalement hors sujet. C'est quand même fou d'en arriver à, comme vous le dites, à poser ces questions, pardon, mais là, même de manière générale, ça n'est pas le rôle d'un éditeur d'avoir à juger de la moralité. Je pense que j'aurais pu ne pas le faire, je pense qu'il m'aurait respecté de ne pas le faire, mais il y a quand même ces interrogations. En fait, à partir du moment où vous écrivez un livre, autant vous mettre dans la société, dans le monde des hommes, et qu'est-ce que les hommes ont à avoir sur vous. Dès qu'ils tapent sur Internet, ils voient un personnage odieux, épouvantable, qui ferait fuir n'importe qui. Non, mais franchement, d'une hystérique dingo. Je ne sais pas. Franchement, moi, je dis que les gens ont beaucoup de mérite de me lire, parce que lorsque vous lisez des choses sur moi, il y a de quoi partir en courant, quoi. Franchement. Donc, je comprends aussi cette discussion que nous avons eue et qui a... Bon, de toute façon, qui a abouti à la sortie de ce livre. À la sortie honneur à Albin Michel, est-il encore besoin de le préciser? Alors, ce livre, il s'appelle Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Il vient donc de paraître, je le redis, donc aux éditions Albin Michel. Alors, dans ce livre, Alexandra Henrion-Côte, vous revenez donc sur ce fameux ARN messager qui a émergé dans le débat public avec les fameux vaccins contre la Covid-19 à partir de la fin de l'année 2020. Alors, c'est un livre très instructif, d'abord, sur le plan scientifique, pour comprendre ce que sont l'ARN et l'ARN messager, mais aussi les implications potentielles de leur possible manipulation. Alors d'abord, rappelons bien que vous êtes sans doute, je le redis, la personne la plus légitime ou une des personnes les plus légitimes pour écrire sur ce sujet, mais j'ai pourtant l'impression, et je le redis là encore, que certains médias, en plus de vous avoir critiqué sur votre vie personnelle, sur votre personnalité, eh bien, n'hésite pas à même remettre en cause votre expertise. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez sur cette attaque-là, bien précisément? Aux médias? Oui, que votre CV parle pour vous, quand les gens vous traitent, pas seulement d'illuminés, mais que finalement, vous n'êtes peut-être pas la personne la plus compétente pour parler de ces sujets, alors que, évidemment... Alors, je leur réponds tout simplement que, en tout cas, moi, ce que je rencontre, c'est que des gens qui me remercient d'avoir écrit ce livre parce qu'ils sont vaccinés et qu'ils considèrent qu'ils ont été extrêmement maltraités, non respectés, parce qu'ils ont mis dans leur corps une molécule dont ils n'avaient pas fichtre idée de ce qu'elle était et de ce qu'elle représentait. Donc, j'ai envie de dire faillite, votre faillite, puisque vous me dites que c'est
c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, il faudrait le dire différemment, etc., etc. Eh bien, en fait, je leur renvoie le miroir en disant... Et là, ça vous met en colère quand même. Parce que ça me met en colère, bien sûr, hein, parce que ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu en dépit du bon sens. Ce que nous vivons, nous le vivons en dépit du bon sens. Il faut s'exclamer en criant à la prouesse technologique sous prétexte qu'on a développé des vaccins plus vite que jamais on avait imaginé dans les pires cauchemars développer des molécules. Je reviens notamment sur ces 48 heures ou ces quelques heures qui ont été suffisantes pour les laboratoires, pour donner la séquence de ce qui allait être produit en masse et injecté à des milliards d'individus. Donc là, vous dites, mais c'est pas moi qui suis, c'est pas moi qui était dans un délire, là je pèse mes mots, absolu de défaillance de notre système de santé. Nous savons qu'il faut une dizaine d'années pour développer un vaccin. Nous le savons. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un temps incompressible, et ce temps incompressible, il est octroyé à faire des expériences sur des animaux, et puis après à faire des expériences d'essais cliniques. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour être inefficace, ou c'est simplement parce qu'effectivement il y a des garde-fous à respecter, et tous ces garde-fous ont sauté les uns après les autres. Et donc à ces médias qui me critiquent, je dis mais qu'est-ce que vous avez à dire à cela en fait ? Ils attaquent sur des points, honnêtement, des mini-points en fait, et ils attaquent pas sur le fond du livre, ils attaquent pas sur toutes ces parties, notamment voilà, d'expliquer ce que c'est que l'ADN, l'ARN. On va y venir justement, je vais vous poser ces questions. Mais juste, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça au pays de Pasteur, à remettre en cause nos plus grands scientifiques comme vous, comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, par exemple. Montagnier, bien sûr, dont on a à peine parlé lors du décès. Vous aviez, je suppose, évidemment, une immense estime pour le professeur Montagnier. Bah, oui. Vous avez été choqué qu'on parle pas plus qu'on lui rende pas plus hommage. Ça reste à nouveau. En fait, ça fait partie des cicatrices. Non, des cicatrices. J'ai quelques cicatrices de ces 3 ans, et ça fait partie de. Vous l'aviez côtoyé, vous l'aviez connu. Oui, bien, avec beaucoup d'intensité, notamment en fait, dans les derniers temps, parce que nous avons été invités tous les deux à témoigner au Parlement du Luxembourg, dans un moment qui était quand même très fort, parce qu'il a permis d'éclairer les députés avec des données auxquelles ils n'avaient pas du tout été confrontés. Et ça a vraiment permis de modifier le cours des choses au Luxembourg et d'inverser complètement la tendance. Déjà sur l'origine du virus. L'origine du virus, alors... Il avait raison. Voilà, mais ce qu'il y a de joli, c'est qu'en fait, lui s'exprimait en tant que virologue et moi, je m'exprimais en tant que généticienne. Donc, en fait, on regardait le même objet, SARS-CoV-2, mais on portait des analyses différentes et qui, finalement, arrivaient aux mêmes conclusions. Donc ça, c'est aussi la transdisciplinarité qui vous montre bien que c'est pas tout d'être d'accord avec quelqu'un. C'est qu'en fait, on a nos expertises différentes qui méritent d'être exposées et confrontées les uns avec les autres. Donc, aux médias qui me disent que c'est pas bien, que j'aurais pas dû, qu'il faut pas. Mais en fait, le problème, il est pas là. Le problème, il est que désormais, ce qui base finalement ce qui est à la base de ma réflexion est partagé sur un temps long et permet aux uns et aux autres de dire
ce pourquoi ils trouvent que finalement cette injection d'ARN messager a été un grand succès, alors qu'ils le disent eux-mêmes, que c'est un échec qui n'a pas permis de résoudre le problème du Covid, un échec qui, alors ça dans certains pays, ils osent le dire, pas encore en France, mais le ministre de la Santé allemand ose parler des effets indésirables en disant mais c'est terrible, tous ces effets graves, et je suis tellement désolée pour toutes ces victimes. Donc voilà, on a au lieu de fustiger, je crois que maintenant il est temps d'accepter, surtout au moment où on est en train de dire eh bien, ce que nous avons vécu justifie que nous continuions à injecter de l'ARN messager ou à développer de l'ARN messager sur différentes maladies. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est il faut faire un grand temps d'arrêt parce que, notamment, je reviens sur l'échec reconduit pendant 20 ans de ces tentatives de vaccins ARN messager. Puis qu'on nous a présenté en disant mais tout va bien, c'est formidable, c'est un grand succès, ça fait des années qu'on maîtrise, etc. L'ARN messager, il se dégrade tout de suite. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Que l'ARN messager est resté dans le muscle. Qu'est-ce que vous avez entendu? Que ça allait, tous vaccinés, tous protégés. Ah bon? On n'a pas vu cela, etc., etc. Donc en fait, tous ces mensonges, je reviens dessus en expliquant pourquoi, dès la base même, nous avions les éléments en main pour savoir que cela était déjà des mensonges. C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'on avait les connaissances accumulées sur beaucoup d'années, non seulement sur cet échec des vaccins ARN messagers, mais aussi sur le choix de coronavirus à traiter par un vaccin. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on savait être un échec, mais aussi le choix de la protéine spike, donc ce choix qui a justifié, qui a été celui de tous les laboratoires. Donc je reviens sur tous ces choix sur lesquels en fait nous avions suffisamment de connaissances pour savoir que ce n'étaient pas des bons choix, que ça n'était pas justifié et que donc il fallait, on pouvait s'attendre à ce que ça ne marche pas. Et puis après, dans les faits, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas et que du coup, on multipliait les doses. Ça, c'était quand même assez fantastique aussi. Personne n'en revient là-dessus en disant, mais je vous rappelle quand même qu'à la base, on devait prendre une dose, voire 2 doses. Et que quand nous, on a écrit à l'Agence du médicament européen, ils nous ont dit, c'est pas grave si on injecte des molécules toxiques dedans, parce que de toute façon, on n'en injecte pas beaucoup et on n'injectera que 2 doses. Quand on voit que certains en sont à 5-6 doses, vous voyez comment tout cela est tombé dans un échec de mensonge sur lequel il est impératif de revenir. Être traité de complotiste par les grands médias, c'est un titre de gloire, non. Pour moi, j'ai toujours très mal vécu cela, parce que... Qu'est-ce que vous pensez de cette accusation de complotiste qui touche aujourd'hui toute pensée dissidente, quoi, c'est ça? Oui, ça, en fait, c'est simplement, c'est une façon de vous faire taire. Vous le savez bien, vous, Eric. Oui. Donc voilà, donc comme... je veux dire, il n'y a pas de mots suffisamment savants pour vous discréditer. Dès lors qu'on vous met cet autocollant, on a l'impression que vous vous tenez à carreau et que ça marche mieux. Donc du coup, mais ça ne leur suffit pas. Hein. On voit bien, moi... Ah, il y avait eu d'autres choses? Oui, moi j'ai eu complotiste, j'ai eu anti-vague, j'ai eu covidosceptique, j'ai eu sectaire, intégriste, extrême droite, catholique aussi, hein, comme si... C'était une insulte. Catholique avec l'ARN messager, je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais bon, très bien. Enfin, voilà. Donc vous voyez bien que tous les mots, tous les colibés y passent, pourvu qu'on essaye de vous discréditer. On n'a jamais, rassurez-moi, essayé de vous faire taire au-delà de ces colibés. Ou est-ce que vous avez subi des invectives, des menaces? Je préfère ne jamais répondre à cela. Il est évident que vous ne faites pas 3 ans de vie publique sans... Attendez, pardon, mais c'est très grave ce que vous laissez entendre là. Donc vous avez eu... Je préfère pas... voilà, en tout cas, on va dire que... Vous avez peur vous imaginez assez bien
que vous n'avez pas une parole différente, avec autant de volonté de vous faire taire, sans que, effectivement, les choses ne se passent pas de façon très rose pour vous. Donc oui, voilà. Sans compter que vous êtes forte, mais vous avez une famille, je suppose. Enfin, je ne vais pas oui, bah ça, je préfère pas en parler. Non, mais c'est pour dire que justement, c'est pour l'entourage que ça doit être aussi compliqué à gérer. Oui, c'est évidemment très, très, très douloureux. Mais ça, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent comprennent cela. C'est qu'au bout de 3 ans de vie publique non choisie, parce qu'en fait, les gens savent que je n'avais pas envie d'être publique, ça, il suffit de comprendre que d'avoir entendu le fait même de ce choix d'être chercheur à l'INSERM. Il n'y a pas des stars à l'INSERM, enfin, je veux dire, personne ne connaît des chercheurs de l'INSERM. C'est pas un métier que vous faites pour être connu. Sinon, vous êtes rockstar, chanteuse ou je sais pas quoi, mais c'est pas le cas. Voilà. Et il faut surtout pas hier me faire chanter. Donc, vous choisissez pas cela. Vous n'avez pas une cohérence de pensée et de parole pendant 3 ans si il n'y a pas quand même un fond, et puis petit à petit un fond de vérité qui se fait jour. Si vous prenez tous ces risques-là, c'est quand même que vous êtes pétri d'un certain idéal pour la santé. Vous sentiez peut-être investi d'une mission aussi un petit peu. Alors non, parce que vous étiez assez seul quand même, c'est ça. Non, alors Dieu merci, on était très nombreux au niveau international tout de suite. On s'est tous réunis dans des grands consortiums, notamment avec les anciens de Harvard, de Oxford et de Stanford. Donc on a, avec des prix Nobel, il y avait donc les 3 prix Nobel. Donc on a eu la communauté scientifique, finalement, s'est très vite réunie, catastrophée devant les problèmes que nous étions en train de voir. Enfin, on avait l'impression qu'il y avait un consensus, pardon, mais vous êtes en train de me dire que finalement, il y avait... Le plus grand consensus que j'ai vu dans l'histoire de la médecine moderne, je n'ai pas peur de le dire, il a été la voix dissidente, c'est-à-dire qu'effectivement, il a représenté des centaines de milliers de médecins et de scientifiques, alors que d'habitude, on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur un texte, parce que pour nous, chaque mot est important. Et je ne veux pas être médisant pour certains, mais quand vous dites consensus, c'est consensus au sein d'éminents scientifiques, je veux dire particulièrement... Vous parlez de prix Nobel, il n'y a pas eu que des... j'ai pas entendu les prix Nobel de l'autre côté, c'est assez intéressant, en fait, c'est souvent en signal creux qu'on a de l'autre côté. Et donc oui, nous avons fait un certain nombre de pétitions qui sont les plus grosses que l'histoire de la médecine moderne ait eu à vivre. Donc, alors effectivement, dans une omerta totale qui fait que dans les médias, on les entendait pas. Non, dans les médias, on n'en entendait pas parler, même s'il y a eu quelques fact-checking quand même, notamment sur la déclaration du Great Barrington. Je crois que Libé avait quand même... s'était fendu d'un article ou quelque chose, d'un fact-checking ou je ne sais quoi. Mais qu'importe, en fait, sur la déclaration de crise médicale liée au vaccin, de la même façon, on n'en a pas entendu parler. Voilà, mais force est de constater que, pour le coup, ces pétitions qui ont pignon sur rue parce qu'elles sont accessibles sur Internet, je les ai reprises dans une de mes petites vidéos lançant le livre, ont réuni des chiffres records de médecins et de scientifiques. Et ça c'était sans précédent. Mais ce que nous avons vécu était sans précédent.
Et ça a dû vous porter aussi dans votre, j'ai envie de dire, dans votre combat, en France, pour porter cette voix dissidente. Parce que vous n'étiez donc finalement, vous n'étiez pas seule. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai été seule. Si j'avais été seule, je pense qu'effectivement, je me serais posé des questions et je me serais vraiment alertée. Mais tout était excessif. Et ce qui est excessif est insignifiant. Mais même pas mon traitement. N'allez même pas jusque-là. Simplement... Non, mais qu'est-ce que vous avez pensé du traitement médiatique de cette séquence de la Covid-19 ? Comment vous expliquez qu'elle était en décalage, finalement ? C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Elle était en décalage complet, finalement. Complet. Ça s'appelle la censure. Ça s'appelle la censure. Et là, c'est là où vous voyez que donc, ce qui est proposé aux gens sont des mesures politiques, parce que je ne connais pas d'autres mesures qui justifient la censure. Si jamais notre parole était si stupide et ridicule qu'on veut bien la grimer et faire croire qu'elle l'est, à ce moment-là, pourquoi est-ce que les collègues auraient refusé de débattre avec moi ? Il aurait été facile de montrer que je ne disais que des conneries, que tout ce que je disais était infondé, ridicule, qu'on pouvait se gausser, rigoler comme des malades à ce que je disais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait même qu'il n'y ait pas eu ces débats, que lorsque, par exemple, Tribune Juive a proposé à Axel Kahn et à moi de débattre, comme cela avait déjà eu lieu, il y avait eu le Collège des Bernardins qui nous avait proposé de débattre, nous avions alors accepté tous les deux, et logiquement, Tribune Juive nous proposait de débattre, forcément, on acceptait. Ils avaient même dit, vous débattrez incognito, enfin je veux dire voilà, et si cela vous va, on rendra la chose publique. Donc avec toutes les précautions qu'il y avait autour de garde-fous, éventuellement de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Et ça n'a pas eu lieu. Donc, et ça, ce n'est pas que sur moi. C'est pas un refus de débattre avec moi, c'est un refus de débattre avec tous mes collègues aussi à l'étranger. Ça a été la même chose. Donc on a tous vécu ce même discrédit et cette même censure, notamment sur LinkedIn, où c'est un outil quand même, pour nous, c'est un outil assez chouette de oui, parce que LinkedIn, on le rappelle, donc c'est un site plutôt de mise en contact professionnel. C'est ça, donc avec une sorte d'aura, de sérieux un peu différente de Twitter ou de Facebook. Voilà. Et nous c'est un outil finalement... Et il y avait de la censure moi, sur LinkedIn. Je crois qu'on a tous, on peut le dire, on a tous été... les comptes de ceux qui ont osé une parole publique ont été supprimés. Et lorsque j'ai demandé qu'on me le remette, on me l'a remis une fois. Là, j'ai partagé un article du Monde et j'ai été à nouveau supprimée. Et là, pour le coup, il a fallu que je réouvre un compte LinkedIn. Donc, depuis, je poste très peu, parce qu'effectivement, chat échaudé craint l'eau froide, mais vous voyez que la censure fonctionne. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on n'ose plus communiquer sur un outil, c'est que le système est malade. Je croyais que nous étions en démocratie. Je croyais que la démocratie n'avait pas peur des paroles, des voix dissonantes. Depuis quand la démocratie doit-elle craindre le débat ? Ça a été un tournant pour la liberté d'expression, ce qu'on a vécu ? En tout cas, moi, en science, ce que nous avons vécu, je ne l'avais jamais vécu. Qu'est-ce que nous avons vécu ? Nous avons vécu le fait que des scientifiques condamnent fortement, je reprends leurs mots très exactement, une idée différente de l'origine du virus. Simplement d'émettre des doutes, et en fait c'est cela que fait mon livre, parce qu'à aucun moment, si vous l'avez lu, vous avez bien vu que je m'érige en espèce de ministre de la Santé qui vous dit alors voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Je pose finalement des questions, et je finis d'ailleurs
le livre sur 2 questions qui doivent être posées au lecteur, mais à aucun moment, contrairement aux autres, je suis dans cette position que je ne comprends pas qu'il puisse avoir de « je détiens la vérité, il n'y a qu'une vérité, il faut vacciner tout le monde et hors de la vaccination, point de salut ». Et la vérité est différente, elle est beaucoup plus compliquée et elle mérite que page après page, elle soit partagée. Alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat parce qu'on parle de cette censure, de cette omerta. Donc scientifique, sur les journaux. Ouais. Et donc le journal en question, c'était Lancet et c'était Science. Et il se trouve que dans les auteurs de cette forte condamnation, we strongly condemn, donc nous condamnons fortement tout scientifique qui ose émettre il parlait même de rumeurs. Donc simplement de mettre en doute quelque chose sur lequel finalement, en plus qui s'est avéré faux, qui était l'origine pangolin chauve-souris, ça méritait une condamnation forte. 26 des 27 auteurs étaient liés avaient des liens avec des chercheurs de Wuhan. Ce qui est évidemment pas très joli et qui revient tout le temps aussi, c'est que tous ceux qui se sont exprimés là dans les médias contre moi ces temps-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont avec des conflits d'intérêts. Eh bien, ou voilà, politique, j'allais y venir. Ou conflit d'intérêts. La source de cette attitude qu'ont eu ces médias, ces journalistes qui vous ont tout de suite mis au banc des accusés. Alors, je ne dis pas tous, non, mais c'est une histoire un grand nombre. Moi, j'ose poser la question, c'est quoi? C'est une histoire de corruption ou simplement de bêtise des journalistes? Parce qu'on peut être bête aussi, hein. Mais non. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas que bêtes. J'aime bien rester sur ce sur quoi je suis, sur quoi j'ai travaillé, ce sur quoi j'ai... Ce sur quoi vous n'êtes pas. D'abord, lu des vous nous rappelez articles, bien etc. que vous n'êtes pas une anti-vax forcenée. Ouais, alors ça fait partie des étiquettes qu'on m'a collées. Vous reconnaissez l'efficacité des vaccins traditionnels? Non, moi je vais plus loin. En fait, sur le mot anti-vax, j'aime préciser que je ne suis ni anti, ni pro, quoi que ce soit. Parce que dans le fait même, et ça aussi, pareil, j'aimerais quand même qu'on comprenne où est l'excès. L'excès, il est dans les pro-vax. Il est dans cette espèce de religion absolue de béatitude qui consisterait à dire hors vaccin, point de salut à la santé. Mais c'est pas possible, c'est complètement... C'est aberrant. Donc en fait, ni pro, ni anti. Et pourquoi ni pro, ni anti? Parce que dans pro et dans anti, vous avez une espèce de cristallisation de votre parole, de votre réflexion, qui est très délétère à mon sens. C'est-à-dire que les excessifs, c'est eux, les pros ou les antis, ça n'est pas ceux qui ont une parole modérée et qui posent des questions et qui apportent de la nuance. En tout cas, moi, j'espère une chose, c'est que lorsque les gens liront la beauté de leur patrimoine génétique dans ce livre, ils comprendront qu'ils ont en tout cas une grande responsabilité à savoir ce qu'ils mettent dans leur corps, et que dès lors, l'idée de traitement obligatoire ou de vaccination obligatoire me semble quelque chose qui doit être discuté, parce que, d'ailleurs, on voit bien, hein, elle a amené à une hyperpolarisation du système, ce qui fait que les gens doutent. Et ce qui fait que les gens ne veulent plus se vacciner. Moi, je peux vous dire, quels que soient les vaccins, parce que les jeunes parents, on leur dit il faut 11 vaccins à leur bébé, et ils regardent leur petit bébé et ils disent mais c'est quand même beaucoup, 11. Donc, vous voyez, tout cela, c'est pas moi qui l'ai fait, ce système. C'est eux qui l'ont fait à avoir une position pro-absolu, arc-boutiste et absolutiste. La santé, elle est beaucoup plus complexe que cela. La complexité génétique de tout un chacun, elle est
incroyable de diversité. Nous varions, vous et moi, toutes les 1000, nous avons des variations toutes les 1000 lettres de notre patrimoine génétique. Et donc, effectivement, un médicament qui va réussir sur moi ne va pas réussir sur vous. Et réciproquement. Et à certains stades de ma vie, ça va réussir et pas sur d'autres. Donc, en fait, je crois qu'on est allé trop loin dans l'institutionnalisation de la santé en obligeant, en contraignant les gens. Et donc, à l'heure où nous avons justement accès à beaucoup d'informations, je crois que les gens réclament de ne plus avoir ces obligations. Et alors, on rétablira la confiance et alors on pourra parler de ce qui est une solution peut-être à privilégier d'une qui n'est pas à privilégier. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en vous écoutant, si j'osais, je vous trouve finalement assez modéré, Alexandra Orion-Cohn. Vous n'êtes pas l'hystérique que je croyais en lisant tous ces articles. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors je pense que vous ne le croyez pas parce que sinon vous ne m'auriez pas invité de façon répétée. Donc je pense que ça fait longtemps que vous savez que je ne suis pas hystérique. Bien entendu, je suis ironique. Oui, je sais. Non, mais c'est pas grave. J'aime bien rectifier les choses. Modéré, oui, je crois que je suis extrêmement modéré. Peut-être, ça c'est vrai. Têtu, ça c'est certain. Voilà. Mais je crois que en tant que chercheur, on est obligé d'être têtu parce que il y a dans notre... un fort caractère quand on est chercheur à l'INSERM notamment. Si on ne l'est pas, je ne crois pas qu'on devienne directeur de recherche à l'INSERM parce qu'en fait, il faut une certaine dose d'abnégation. Moi, j'aime bien dire, en fait, je pense que les chercheurs que nous sommes comme des grands enfants, et d'ailleurs vous m'avez mentionné notamment mes collègues Laurent Toubiana et Luc Montagnier, et nous partageons avec ces deux chercheurs le même amusement. Si vous faites attention, nos yeux et notre sourire. Laurent Toubiana, c'est tout à fait vrai. Voilà, et Luc Montagnier aussi avait cette espèce de fossette et de lueur dans l'œil, coquin, oserais-je dire, mais ça n'a rien de coquin, c'est juste extrêmement curieux. Nous aimons passionnément notre métier et en fait on se nourrit de notre curiosité qui fait qu'on sait que personne ne détient la vérité. Pas de complexe par rapport aux anglo-saxons, dont vous êtes pour partie issu, mais pas de complexe vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis, dans les autres pays, en matière de connaissances. Alors, quand vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, vous dites... Au risque de paraître prétentieuse, non, parce qu'en fait, on m'a donné des possibilités de travailler aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, en m'offrant des très jolies possibilités. Et là, à nouveau, abnégation de ma part, vous avez refusé. de refuser, alors que non seulement c'était effectivement beaucoup d'argent par rapport à ce que nous gagnons en France, mais au-delà de l'argent, c'était aussi des conditions de travail exceptionnelles où vous dirigiez votre équipe immédiatement, alors que en France, il faut passer l'habilitation. Peut-être aux États-Unis, non? C'est l'image que aux États-Unis, oui, c'était aux États-Unis, mais même en fait, lorsque j'étais donc avec Alec Jeffreys, on m'a donné une possibilité de faire mon PhD à Oxford, une PhD à Cambridge, mais comme vous me connaissez, je ne me fais pas avoir par ce qui brille ou ce qui a l'air de briller, mais par la rencontre. Et en l'occurrence, celle avec Axel Kahn avait été décisive pour moi, et donc j'avais envie de travailler avec Axel Kahn. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est des amusements, des curiosités qui font qu'on garde notre passion pour notre métier. Alors justement, ça tombe bien. D'où notre modération. D'où votre modération que je constate en effet tout à fait. Ça tombe bien justement parce que si vous le voulez bien à présent, on ne va pas spoiler votre livre parce qu'on apprend plein de choses. C'est un livre vraiment au-delà de son caractère politique, si j'ose dire. C'est un livre avant tout, on apprend plein de choses, donc instructif. Et donc j'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie. Alors on va revenir à ce fameux ARN, avant même l'ARN messager. D'abord j'aimerais que vous nous rappeliez ce que c'est que l'ARN. Dans votre livre, vous revenez sur les différences entre ARN et ADN. Ça remonte assez loin à mes cours de biologie.
biologie du lycée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales différences? Alors, ça, là, je vais spoiler le livre. Un petit peu, allez, un chouïa. D'accord. On va dire que la façon que j'ai essayé, j'ai multiplié les images. Parce que... il est accessible. Alors, est-ce que vous diriez que ce livre, enfin je l'ai lu donc je peux le dire, mais vous diriez qu'il est accessible quand même au plus grand nombre? Alors, c'est les retours que j'en ai sont qu'il est ultra accessible. Et donc, il y a quelque chose de très très joli, c'est que c'est pas de 7 à 77 ans, mais quasiment. C'est-à-dire que des parents le font lire à des enfants dès la 5e. Donc, en fait, il y a ce partage. Effectivement, j'ai des lecteurs très âgés qui vont, je peux vous le dire, au-delà de 95 ans, qui m'ont fait des retours extrêmement positifs. Et donc, c'est vrai que les retours que j'ai sont enthousiasmants. C'est-à-dire que cette simplification, ce souhait de simplifier et de mettre à la hauteur de chacun la possibilité de comprendre ce qu'est notre ADN, notre ARN, mais ce qui est quand même, de multiplier à l'origine, ce qui est quand même compliqué, pardon. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que peut-être... Et c'est pour ça qu'il fallait du temps long, et c'est pour ça que je ne pouvais pas et c'est pour ça que c'est très difficile à partager sur un plateau télévisé, même maintenant. Même maintenant, il faut du temps. On n'a que quelques minutes et vous n'allez pas expliquer le patrimoine génétique de quelqu'un en 2 minutes. Donc, je multiplie les images. Pourquoi? Parce que chacun a son référentiel. Il y en a, c'est l'art, il y en a, c'est les voitures, et il y en a, c'est les ordinateurs. Et donc, j'essaye de voyager un petit peu dans tous ces référentiels pour donner une accessibilité à ce que j'essaye de traduire. Alors, différence entre ADN et ARN messager. Et ARN messager, en fait, c'est dans notre continuum de ce que nous sommes, donc notre corps. Nous avons le disque dur qui va être véritablement l'ADN et donc qui va être donc cette séquence, c'est ça? C'est une parole génétique. En fait, c'est une... unique que chacun... C'est une instruction qui permet de donner des ordres comme toute instruction. Et donc, quand on est sur l'ADN, on est sur l'instruction, on va dire, dure, du disque dur. Tandis que quand on va aller sur l'ARN, on va aller sur tout ce qui va être connectivité. C'est-à-dire, moi j'aime bien prendre le téléphone portable en disant vous avez la carte mère et puis vous allez avoir toutes les petites soudures, l'ADN, exactement. Et puis après vous allez avoir tout ce qui va être. Alors je ne pense pas que les gens qui parlent de téléphone portable vont dire on ne dit pas carte mère, bon, qu'importe, on s'en fiche. On a compris l'image, je crois. Et en fait, tout ce qui va être microphone, écran, boîtier, ça va être les protéines. Et entre les deux, il y a besoin d'une connectivité. Et cette connectivité, c'est l'ARN. Donc l'ARN est fondamental parce qu'il permet d'avoir cette espèce d'aller-retour finalement entre le côté disque dur, le côté fonctionnel du microphone, du boîtier, de tout ce que vous voulez, et d'avoir ces interactions que je décris un petit peu dans le livre en disant, je parle de cette immense famille qui est l'ARN. Et donc l'ARN messager là-dedans, c'est un des ARN d'une très grande famille. Et tout cela interagit les uns avec les autres. Et c'est pour cela que quand on disait, quand on vous a dit, mais l'ARN messager, on maîtrise parfaitement. Ouais, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui dans les grandes lignes de l'ARN messager? C'est ça. En fait, quelle est la maîtrise? La maîtrise, elle est de comprendre en fait le rôle de messager qu'a cet ARN, donc en fait effectivement d'intermédiaire, et de la façon dont il est construit. Mais en vrai, ces interactions dans la cellule, personne ne les a étudiées, personne ne sait. Dans votre cellule, en plus, dans une cellule par rapport à une autre cellule, l'ARN messager que vous recevez par cette vaccination, elle ne va pas être la même. Les interactions ne vont pas être la même d'une cellule à l'autre.
Alors, quelle est la prétention qui consisterait à faire croire aux gens que nous maîtrisons tout dès lors qu'on utilise un ARN messager? Depuis quand on connaît ce qu'est, enfin en tout cas dans les grandes lignes, l'ARN messager? C'est assez récent? Non, alors l'ARN messager, je reviens sur les dates parce qu'effectivement, je retourne même historiquement au tout pionnier de l'ARN messager. Mais donc, globalement, on connaît cette molécule, en fait, son appellation et ça... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on connaît cette molécule depuis longtemps. Alors, oui, c'est exact. C'est là qu'on a du mal, pardon, je me fais un peu l'avocat du diable, mais dire, alors, finalement, si. Il y en a qui me disent, on connaît. On connaît. Alors, ce qu'on connaît, ça veut dire qu'on connaît son existence. Ça veut dire qu'on sait à peu près où le situer dans la cascade du vivant, comme je vous l'ai situé entre l'ADN et les protéines. Mais en revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est dès lors qu'on l'injecte dans nos cellules, ce qu'il va faire. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait nouveau et c'est pour cela qu'il n'y avait jamais eu... Et ça, on n'avait pas de recul. Mais on n'avait pas de recul puisque, en fait, on a le recul de 20 ans de recherche avec des essais cliniques menés sur les vaccins à ARN messager qui n'ont jamais débouché sur un succès. Donc, lorsque la crise Covid arrive et on nous dit qu'on va... Attendez, ça c'est très intéressant important. Et très important ce que vous dites. Vous nous dites que, alors, pas de recul, c'est 20 ans, c'est-à-dire que l'échelle, en effet, du temps n'est pas tout à fait la même oui, dans c'est la ça, science. C'est-à-dire que nous, et d'autre part, vous dites que ces 20 ans... de travaux sur les vaccins à ARN messager n'ont pas abouti, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépassé la phase 2 des essais cliniques lorsque la crise Covid arrive. Nous sommes toujours d'ailleurs en phase expérimentale. Je reviens sur toutes les dates. Ça, donc toutes les dates sont précisées, et notamment les dates sur les enfants, parce que ça aussi, c'est quand même un énorme problème de ces injections, puisqu'actuellement, on continue à injecter des enfants. J'ai lu récemment un article sur le centre de Strasbourg qui avait l'air très fier d'injecter des bébés de 6 mois. Et là, vous vous dites, mais à quoi joue-t-il ? Pour moi, vraiment, c'est une expérimentation qui ne peut pas être justifiée. Et je ne comprends pas comment mes collègues ne se mettent pas à côté de moi en disant mais effectivement, n'injectez pas les femmes enceintes, n'injectez pas les enfants. Ça semble une évidence. Ça relève du bon sens dès lors que la menace Covid n'est pas, comme vous le savez, une menace vitale ni pour les uns ni pour les autres. Oui, mais pardon, Alexandra Oriancot-Delà, je ne peux pas m'empêcher là de vous contredire parce que je me dis comment vous expliquez justement qu'il n'y ait pas eu, ou plutôt qu'il y ait eu si peu de scientifiques qui tiennent le discours que vous tenez, pardon. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est qu'on leur a pas donné la parole, c'est ça? Mais vous n'étiez même pas au courant que nous avons eu, sur le plan de l'histoire de la médecine moderne, les plus grandes pétitions qu'il y ait eu de toute notre histoire de médecine moderne, du XXe siècle et du XXIe siècle. Vous n'étiez pas au courant et pourtant... Vous, Éric, je suis censé être un petit peu alerte, mais... Oui, vous êtes alerte par rapport à des tas de par exemple, concitoyens. Ce que vous dites là de Strasbourg, là, ces injections, je ne remets pas du tout, en cause ce que vous dites là, mais c'est surprenant que, voilà, vous me l'apprenez, je pense à ceux qui nous écoutent. Comment se fait-il que personne, enfin en tout cas que cette dénonciation... les essais cliniques soient toujours en cours. Et que la date, je la précise dans... Tout est sourcé dans ce livre, c'est ça? Oui, absolument. Donc c'est là où, en fait, oui, c'est très, très perturbant. Oui, c'est très perturbant. Et d'ailleurs, suite à l'apparition de ce livre, elle est toute récente, mais vous n'avez pas encore eu le moindre procès en diffamation, le moindre demande de censure? Non, non. Ce qui est assez édifiant dans ce que ça laisse penser. C'est-à-dire que finalement... Et si jamais vous disiez la vérité? Oui, en fait, moi, j'aime bien dire aux gens, ceux qui font une allergie à moi, et je peux les comprendre, encore une fois, vu l'atroce personnage qu'on a fait de moi, j'aime bien dire, mais reprenez les références, voilà, les références à la fin, les notes, et vous verrez que, en fait, ça n'est que des publications scientifiques, ça n'est que des publications des laboratoires, de l'OMS, des organismes régulateurs. Donc voilà, rien
rien de complotiste, juste que du pignon sur rue. Donc on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces vaccins sont des substances expérimentales? Si je comprends ce que vous me dites là, c'est ça? C'est que nous avons mené une expérience sur un produit qui n'avait jamais donné de succès, c'est-à-dire que, et en plus je reviens dans le livre sur d'autres médicaments à base d'ARN, en disant, vous voyez, ces médicaments à base d'ARN, dans le même temps, ils ont été développés et ils ont eu une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est pas un complot contre l'ARN messager qui a été fait du fait que ça n'a pas abouti. C'est que, de fait, pendant que des médicaments ARN étaient développés, mis sur le marché, pendant ce même temps, les vaccins ARN messagers, pour le coup, ne dépassaient pas la phase 2 des essais cliniques. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a injecté massivement à une population saine, et de deux choses l'une, où on admet maintenant et on prend le temps de dire ce qui a été et ce qui n'a pas été dans cette expérimentation à taille humaine, où on continue en disant c'est génial, vous voyez la preuve que ça a réussi, c'est qu'on a injecté, comme on l'entend souvent, c'est qu'on a injecté des milliards et que donc c'est une réussite. C'est ça qu'on entend. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.